Écoutez, on va pouvoir démarrer de ce pas. Donc, je vous le disais à l'instant, on va parler d'abord l'essence d'Halloween avec autour du monde glauque et de la mort et du décès en règle générale. Mais là, en l'occurrence, on va quand même rester dans le sport. Donc, Maxime, avec des décès plus ou moins particuliers ou étranges même, si l'on peut dire, de sportifs et sportives. Ouais, plus ou moins étrange, plus ou moins inexplicable, parfois même violent. On va parler aujourd'hui de quatre histoires qui ont touché le monde du sport et qui ont touché donc quatre sportifs qui sont subitement décédés pendant leur prestation. Donc c'est aussi ça un peu hein, l'esprit d'Halloween, les morts, etc. Donc c'est pas mal. Donc on est parti pour ces quatre sportifs qui sont donc décédés dans des conditions étranges. Et donc pour débuter ces petites histoires, on va faire un long retour en arrière et on va se retrouver en 1912 avec une citation soit je gagne, soit je meurs. C'est les mots du marathonien et porte-drapeau portugais de l'édition 1912 des Jeux Olympiques. Il s'agit de Francisco Lazzaro, pardon. Et pas de bol pour lui, le destin a choisi la deuxième option, donc la mort. Et ouais, il était l'espoir du Portugal pour sa première participation au JO à Stockholm. Et on aura eu droit au premier JO des Portugais par la même occasion, au premier et dernier de Lazzaro. Donc, comme vous le savez, au JO, tous les athlètes sont amateurs. Et donc, ces derniers étaient charpentiers de métier dans une usine à Lisbonne et également très bon coureur, 3 fois champion du Portugal sur le marathon. Et donc, il était âgé de 21 ans. Vous en connaissez, vous, des charpentiers bons coureurs dans votre entourage? Non, je connais des charpentiers, mais des qui courent derrière, c'est que non. Aucun des deux. Ça Ni me bons laisse, coureurs, ça ni me laisse pas présager qu'un charpentier ait de l'endurance. Oui, oui, le Et- combo est assez insolite, mais Mais après, au Portugal, ça marche du feu de Dieu. Donc, Ouais, enfin, bon, ça marche du feu de Dieu. oui, bon. Voilà, c'est un petit peu compliqué. Donc, ouais. Sa performance restera dans les annales, mais pas pour le côté sportif, pas pour les bonnes raisons. Au 30e kilomètre de ce marathon de Stockholm, il s'effondre subitement et quand on va à son chevet, on remarque une température corporelle de 41 degrés Celsius. Donc un truc assez énorme, il fait assez chaud là-dedans. Et il est déclaré mort d'une sévère déshydratation avant qu'un détail ne soit annoncé quelques jours plus tard. Pour améliorer ses performances, le jeune coureur de 21 ans avait enduit son corps de suif, donc une cire composée principalement de graisse de bœuf qui a en fait totalement empêché la sudation de se faire, et donc toute la sueur est restée dans son corps et il est mort de déshydratation. Wow. Et sympa. il a complètement, vraiment, il s'est desséché et toute l'eau est restée dans son corps. Oui, Thomas trouve ça sympa. Non, Définis un peu. non, j'essaie d'imaginer, mais c'est quand même énorme. Mais c'est le dopage de l'époque, quoi. Ouais, c'est ça. Un Alors, dopage qui est un peu mal tourné. quand même. Dopage, alors pas vraiment, parce que ça booste pas la truc, mais lui, dans sa tête, ça le freine moins que les autres. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais en fait, C'est ça a tellement freiné son C'est organisme psychologique, que, ouais, c'est pas comme si tu dopais tes muscles, c'est que tu dis à ton corps par exemple, produire un peu moins d'acide lactique. Truc Ouais, comme c'est ça, ça, tu vois, les c'est trucs. Je ne Exactement connais ça. pas suffisamment super bien en anatomie, vous allez vous rendre compte, mais. Exactement. Donc voilà, au 30e kilomètre du marathon, il s'effondre et il meurt subitement de déshydratation. En sa mémoire, une statue à son effigie est présente dans les rues de la capitale suédoise, à l'endroit où le coureur s'est effondré. Et son nom a été donné à une rue et également au stade du Sporting Lisbonne, donc Benfica. Donc voilà, ça reste dans les annales, pas mal pour une première au jeu, les gars, vous en pensez quoi? Première dernière. Ouais, c'est ça, première dernière, inédit. Puis je pense unique en son genre. Enfin, j'ai jamais entendu une histoire pareille de s'enduire de suif pour. L'avantage de ces histoires-là, c'est que comme c'est tourné dramatiquement, personne n'a réessayé la suivre derrière, ça. donc au moins on a... Quelque part, c'est un précurseur C'est et des crash c'est tests. un, Ouais, un- c'est c'est un des crash cobaye tests. pour précurseur, le. Tu vois, pour moi, exactement. c'est des crash tests. Tu les envoies tenter un truc et puis ça marche pas. Oui, c'est la jurisprudence. Au moins, La c'est. jurisprudence, je pense que pour le coup, exactement. ça sera une fois, pas deux, quoi. Exactement. Super. On passe donc à notre deuxième histoire. On avance un peu dans le temps et on se retrouve en 1923. Petit aparté, je pense que vous connaissez tous les trois et à nos auditeurs qui nous écoutent J'espère, sinon tu nous mets une pression. le jeune basketteur français Kylian Hayes qui est meneur aux Pistons de Détroit. Cholet. Cholet, exactement, ouais. Eh bien, sachez que l'un de ses homonymes américains a lui aussi été un sportif et dans une toute autre discipline. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Frank Hayes, un Irlandais d'origine. Pas Franck Hez, hein. Non. Non, c'est pas le même. Et pas Kylian Hayes aussi. Non, c'est Franck. C'est Franck. pas le même, c'est Frank exactement.
un jeune jockey amateur, voilà, qui était irlandais d'origine, mais expatrié aux États-Unis, et qui a connu lui aussi un destin bien tragique, mais qui possède un record assez exceptionnel, et je vous en parlerai un peu plus tard. Donc il n'a jamais été professionnel, et lui, il était connu justement, pas du côté sportif, mais plus du côté coaching. C'est-à-dire que lui, il était vraiment autour des chevaux, il s'occupait de tous les chevaux de course, etc. Il était considéré comme un expert dans la catégorie amateur pour s'occuper parfaitement des chevaux. Et donc, malheureusement pour lui, en 1923, sur le circuit Belmont Park d'Elmont, le cheval qu'il a, lui, avec lequel il a couru, devait courir avec un autre coureur qui, une semaine avant, a annulé sa participation à la course. Et donc, malheureusement pour la propriétaire, complètement paniquée, elle n'a trouvé personne. Et là, Franck, une semaine avant, se présente et sauve en fait cette course. Et donc il se présente, il s'entraîne, etc. Il s'entraîne avec Sweet Kiss, qui était le nom du cheval. Et voilà. Et donc, heureusement, donc, Franck est là. Mais cette décision sera tout aussi tragique qu'anecdotique, puisque la course démarre et Sweet Kiss et son nouveau jockey enflamment complètement la course. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas du tout attendus. Et vraiment, ils s'imposent de justesse. Sur la ligne d'arrivée, d'une tête de cheval, il s'impose. Mais malheureusement, le seul problème, c'est qu'au moment où les officiels viennent féliciter le vainqueur, ils retrouvent le jeune homme de 22 ans affalé sur son cheval, victime d'un arrêt cardiaque en plein milieu de la course. Selon les experts, il était en arrêt cardiaque depuis 2 minutes, voire 3 minutes, au moment où il a été découvert sur son cheval. Donc, ça fait un bon tour de course, ça. J'ai l'impression. Ça fait un bon tour de course. Je ne m'y connais pas beaucoup en quintet plus, mais... Ouais, ça fait un bon tour de course. Et donc, on raconte que la cause principale de ce décès, c'est qu'il avait fait beaucoup d'efforts pour se préparer à cette course et pour être dans les meilleures conditions, sachant qu'il n'était prêt que depuis une semaine. Ça explique peut-être cette défaillance cardiaque. Et ainsi, à ce jour, donc Franck Hayes, je vous parlais de son record tout à l'heure, demeure le seul et unique jockey ayant remporté une course en étant décédé sur sa monture. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Un record qui, je pense, sera très difficile à battre vu la performance. C'est même sans doute le seul sportif à avoir remporté quoi que ce soit en étant décédé. Ouais, il faudrait, ouais. Vérifier, mais ça m'étonnerait historiquement, pas. Ouais, enfin, je vois pas dans quelle autre discipline. Alors, c'est ça. Il faut que quelque chose te permette de gagner sans que toi t'aies besoin physiquement de faire quelque chose. À la limite, ça pourrait être un pilote, je sais pas, un pilote de Formule 1. Non, mais de Formule 1, ou si juste avant, là, ça serait vraiment juste avant. Virage, c'est ça, le dernier virage. Ou alors sur la voile, etc. Il arrive. Ah oui. Ouais. Par contre, sur la fin, faut être calibré. Sur un Vendée Globe, il arrive. Et Pac. Et donc voilà, en espérant bien sûr que tout ça n'arrive pas à notre jeune et unique Kilian Hayes qui pourra continuer sur un dunk. Pour le au basket, compliqué. Enchaîne les 3 points, Kilian. Ouais, Reste avec nous. Et qu'on espère qu'il continuera à déblouir la NBA de son talent. On passe à la troisième histoire, la plus sanglante des trois, je dirais. Et là, on fait un bon dans le temps, on avance de 40 ans et on se retrouve en 1962 à Rome, au championnat du monde d'escrime. Donc voilà, où les Russes faisaient clairement office de favoris au titre par équipe. Et parmi eux se trouvait Volodymyr Smirnov. Alors attention, aucun rapport avec la marque de vodka, hein, les gars. On va se calmer tout de suite. Il n'y a que toi qui connaissais, hein, Maxime. Vraiment, même moi qui suis sobre, je connais bien. La quoi? La vodka Donc voilà, ce Volodymyr Smirnov qui était âgé de 28 ans et grand favori au titre individuel également, qui va connaître une mort tragique et morbide en direct. Donc lors du relais par équipe, les Russes affrontent les Allemands, eux aussi très réputés à l'époque, et Volodymyr se retrouve alors opposé au champion allemand Matthias Baer, et lors d'une reprise, un contact entre les deux a lieu. Et à l'époque, donc il faut le savoir, mais les sabres d'escrime étaient composés différemment, et il y a eu une évolution énorme dans la conception des sabres. Et donc à ce moment-là, le sabre se brise sur la poitrine du Russe, mais ne s'enfonce pas dans la cage thoracique du Russe. Il se brise et un morceau du sabre vient transpercer son masque. Il fracture le crâne du Russe et atteint le cerveau. Et donc le Russe est directement évacué de la piste. Et malgré les efforts des médecins, il décédera 2 jours plus tard dans un hôpital romain. Donc c'est la première fois qu'un combat d'épée tourne au drame quand même depuis le Moyen-Âge, les gars.
Voilà, Ouais. faut. Non, il y avait les 3 mousquetaires avec François Civil. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ça avait mal tourné. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est là où on voit les limites des connaissances historiques de Thomas Palmier, qui pense que François Civil est un mousquetaire. C'est vrai. Donc voilà, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis les sabres d'escrime sont contrôlés quotidiennement et leur confection est soumise à des normes des plus strictes. Et on espère ne plus jamais revoir ça dans n'importe quelle compétition d'escrime, ce qui est assez quand même tragique pour ce Volodymyr Smirnov donc, qui décède en direct en 1962 à Rome. Et une dernière petite histoire pour clôturer cette chronique, avec une histoire qui fait vraiment froid dans le dos. C'est l'histoire, peut-être que vous la connaissez, du défenseur colombien Andrés Escobar, qui est le 22 juin 1994, alors que la Colombie défie les États-Unis pour le compte de la Coupe du Monde. Le défenseur de l'Atlético Nacional, donc le club emblématique du football colombien, marque un but contre son camp, ce qui élimine prématurément les Colombiens, pourtant vus à cette époque-là comme les possibles outsiders de la compétition, et qui étaient vraiment bien partis. Et malheureusement, ils se font éliminer, notamment à cause de ce but contre son camp du défenseur colombien. Et donc voilà, il est vu comme le principal coupable en Colombie, etc. Et en rentrant dans sa ville de Medellín, ce dernier est la cible de plusieurs cartels colombiens, notamment le cartel de Medellín. Attends, mais il s'appelle bien Escobar. Ouais. C'est quand même ironique ça. Oui, c'est assez Escobar a été chassé par les cartels colombiens. Non, tu l'as cherché dans un sens. Ouais, non bah ouais. Et donc voilà, il est la cible du cartel de Medellín, notamment qui avait parié des sommes astronomiques sur la qualification colombienne en phase finale. Et alors, âgé de 27 ans, il sort dans un bar un soir et se dispute avec un supporter colombien du nom de Humberto Muñoz Castro. Et ce dernier se saisit d'un pistolet et tire alors 12 fois à bout portant sur les défenseurs colombiens. La cause de ce meurtre est bien connue, bien sûr. Le but contre son camp du défenseur colombien quelques semaines plus tôt. Et pourquoi on sait ça? C'est que plusieurs témoins affirment avoir entendu l'assassin lâcher des gaules à chaque fois qu'il tirait sur la victime. Et donc c'est une mort tragique. Et son assassin sera condamné quelques années plus tôt à 43 ans de prison. Ah, j'allais dire 12. Mais 12, enfin ça se rapproche de 12 puisque en 2005, il sera libéré pour bonne conduite. 11 ans, Donc même pas une dizaine d'années après son incarcération, il est libéré pour bonne conduite. Ça va là-bas, t'as de l'espoir quand t'es incarcéré. 40 ans, t'as genre fait que 10 ou 11. C'est ça. C'est brut et net, tu sais. Ouais. T'as 40 ans brut, Ouais, mais au final 10 ans net. Quoi. Exactement. 70% de réduc, monsieur. C'est ça. Mais sans mauvais jeu de mots, c'est un vrai pistolero en tout cas, ce mec. C'est exactement Oh, ça. non, mais c'est pour ça qu'on l'attend aussi. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment. Je l'ai signé pour ça. Mais pourquoi il est là Écoute, aussi c'est écoute, sûr. Voilà, eh ben, magnifique. alors que toi, je comprends toujours pas. Pourquoi un accent? Pourquoi... C'est exactement ça. Donc voilà, une mort bien tragique, sûrement liée à la puissance des cartels en Colombie, qui selon toute vraisemblance seraient les instigateurs de cette tragédie. Donc on va revenir très rapidement sur d'autres sportifs décédés. On pensera notamment à Marc-Vivien Foé, l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, qui en 2003 est victime d'une crise cardiaque sur le terrain pendant la Coupe des Confédérations avec le Cameroun, ou encore la dernière en date en 2015 sur le Grand Prix de Suzuka à Tokyo, où malheureusement Jules Bianchi décède des suites d'un impact avec une dépanneuse présente sur le circuit 9 mois après cet impact et 9 mois après un coma long et douloureux. Ses proches décident d'arrêter tout simplement ce coma et de laisser Jules partir. Donc voilà, c'est plus tragique encore, mais voilà, j'aimerais savoir, moi, selon vous, laquelle de ces 4 histoires est la plus glauque de ce moment-là, et pourquoi? La plus étrange, c'est celle du marathonien portugais, mais en même temps, on a une époque où, C'est presque la plus insolite en tout cas de par ses raisons. C'est la plus insolite, mais bon, quelque part, il teste un truc, quoi. Ouais. Et en vrai, si on le remet en perspective avec l'époque, etc., il teste un truc pour améliorer ses performances, ou ça commence à rechercher pour avoir des performances sportives. Bon, voilà, le gars s'est trompé, peut-être qu'il s'est pas assez renseigné, enfin, je sais pas, mais à la limite, c'est pas la plus glauque pour moi. Oui, la plus insolite peut-être pour lui, mais je mettrais l'escrimeur. Ouais. Ça, c'est quand même assez incroyable. Mais je pense que ça fait partie malheureusement de l'histoire de ce sport-là. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un accident et on joue quand même. Enfin, tu joues pas au tennis, quoi, dans le sens où avec une raquette, c'est compliqué de se faire aussi mal. Là, c'est quand même avec des sabres qui sont des instruments, pour le coup, assez dangereux de base.
même malgré toutes les protections et tout ça, ça peut arriver qu'il y ait un accident, mais là pour le coup, ouais, c'est terrible quoi. C'est terrible toutes les blessures qu'il a eues, enfin même beaucoup plus que ça, mais c'est. Ouais. En tout cas, autant le marathonien, là, il a permis de faire comprendre qu'il fallait pas faire ça. Autant, par exemple, tu le donnais en dernier ultime exemple, mais Jules Bianchi a permis au moins de sauver derrière beaucoup plus de vies. Et les screamers, comme il l'a dit, les épées ont évolué, les matériaux ont évolué aussi, donc tout ça, malgré tout des avantages quoi. Donc merci déjà Maxime pour cette liste, donc très instructif. Et bien plombant. Non, mais en tout cas, c'est bien parce que c'est vraiment de la bonne ambiance. C'est hors série, on s'éclate. Franchement, c'est génial. Génial. On n'hésitera pas. C'est Halloween. Ouais, bah oui. Fallait trouver